Yo les amis, j'espère que vous allez tous très bien, très content de vous retrouver ce midi pour une nouvelle vidéo, une nouvelle analyse bien sûr, relatif au match d'hier soir. Le Paris Saint-Germain écrase le Barça au Camp Nou 4-1, 1-4. Comment ont-ils fait? Quels leviers ont-ils actionné? C'est ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui. Alors, la toute première chose pour moi, c'est l'inversion du rapport de force qu'on avait pronostiqué. Alors, il y a 2 jours, il y a 48 heures, j'avais fait une vidéo sur la preview de la rencontre, qu'est-ce que je pouvais imaginer comme physionomie, comme texture tactique et comme scénario potentiel. Ça incluait majoritairement la domination du premier rapport de force par le Barça. J'imaginais que dans un triangle, Frenkie de Jong, Busquets, Pedri, le Paris Saint-Germain, un petit peu démuni dans l'entrejeu, historiquement en tout cas depuis quelques saisons et même cette année, rencontrant beaucoup de difficultés contre Nice par exemple dans cet exercice, dans la zone de préparation, j'imaginais un PSG un petit peu débordé, perdant la bataille de l'entrejeu et du coup devant se rabattre sur un second rapport de force, celui de l'exploitation de l'espace en profondeur. Alors ça signifiait pas nécessairement que le Paris Saint-Germain allait perdre cette rencontre, c'est pas du tout ce que j'imaginais, et c'est pas le scénario qui était nécessairement le plus probable en perdant le rapport de force de la possession, mais je voyais quand même un PSG pris à revers sur ce point-là, ça n'a pas du tout été le cas. Alors avec 47,3% de possession, 47,3% du ballon, et une possession largement plus productive que celle du Barça, le Paris Saint-Germain s'en sort finalement très bien, n'a pas perdu, n'a pas concédé le contrôle et la maîtrise du tempo à son adversaire du soir, et tout ça, ça a été dû en grande partie à un Verratti exceptionnel. Alors, en rôdant quasi systématiquement dans la zone de Busquets, comme ici, il a totalement court-circuité la plaque tournante du Barça et a gratté plusieurs ballons dans le camp adverse. D'ailleurs, la première grosse occasion du match pour Paris vient de son activité dans la moitié du Barça, une zone qu'il a parasité à merveille, mais dans laquelle il n'a pas été seulement un destructeur, dans laquelle il n'a pas été seulement un gêneur, on l'a aussi vu à l'initiative de la plupart des mouvements intéressants du PSG. Là, sur les demi-temps, on l'a aussi vu être une pieuvre qui nettoie, c'est-à-dire qui vient recycler les seconds ballons et les bonifier. Et il a montré d'ailleurs toute l'amplitude de son registre en faisant le sale boulot plus bas aussi. Il y a presque une infinité d'images finalement qui prouvent son abattage, donc tout ce volume et cette dizaine d'actions réussies sur le premier acte, elle est véritablement la pierre fondatrice du succès du Paris Saint-Germain. Ça a totalement fait pencher la balance et la réalité c'est que je pense pas que le Barça pensait que le PSG lui résisterait sur ce rapport de force là à partir de ce moment. Beaucoup de choses étaient jouées et quand tu regardes d'autres statistiques encore, les 47,3% de possession, c'est une résistance substantielle de ce point de vue là, mais d'autres statistiques sont peut-être encore plus parlantes. Par exemple, Busquets qui touche sur l'ensemble de la rencontre 58 ballons, Paredes 93, Pedri 39, Verratti 79. Bon, à partir de ce moment-là, disons que c'était quasiment mission impossible pour un Barça battu à domicile, mais surtout battu à son propre jeu. Donc cette première partie, cette domination, en tout cas cette non-concession du rapport de force initial basé sur le contrôle du tempo, pour moi il a véritablement déterminé le reste, et il a été surtout très visible en première période, et il est la consécration du plan de jeu de Pochettino qui a réussi finalement à imposer l'idée, ou en tout cas à me la faire admettre comme totalement valide, l'idée de positionner Verratti un cran plus haut, surtout sur les phases sans ballon, surtout comme on l'a dit, pour parasiter l'activité de Busquets, pour gêner les premiers circuits à la relance. Finalement, sur les phases avec ballon, on a vu un Verratti qui était très proche des deux autres milieux parisiens, Gay et Paredes, parfois sur des triangles très serrés, parfois sur des triangles un peu plus larges, mais globalement, quasiment toujours sur la même ligne, un peu excentré peut-être, pour jouer cette tâche de meneur de jeu reculé qui vient apporter le danger, mais globalement sans ballon, effectivement, on l'a vu très haut, et effectivement, il y a peut-être même une tendance historique à dresser là-dessus, mais à l'image des meilleurs gratteurs de ballon des dernières années, comme N'Golo Kanté, on les voit finalement assez actifs, et peut-être un peu moins cette saison pour Kanté, un peu moins la dernière, mais récemment en tout cas, très actif et très intéressant, plus haut sur le terrain, là où il peut faire très mal. Donc cette idée et son exécution, c'est la consécration du plan de jeu de Pochettino, c'est aussi la réussite d'un homme, Marco Verratti, et ça s'ancre dans la seconde partie que je voulais aborder, c'est que si l'approche collective a été judicieuse et bien exécutée, c'est aussi parce qu'on a eu des prestations individuelles et les stars finalement du Paris Saint-Germain qui répondent totalement au rendez-vous. Verratti, comme on l'a dit, Mbappé, évidemment, s'il est sur la miniature aujourd'hui, c'est bien sûr parce qu'il marque un triplé, mais il aurait pu avoir un triplé de passes décisives aussi. Il y a d'abord celle pour Icardi en tout début de match, celle pour Kurzawa aussi, après avoir servi de point d'ancrage très haut sur le terrain, plusieurs transmissions dangereuses en seconde période, de manière générale. Quand on regarde les stats avancées, il s'est procuré plus d'expected goals à lui seul, plus d'occasions dangereuses à lui seul que toute l'équipe du Barça sur les 90 minutes. Et il a touché 2 fois plus de ballons environ que Griezmann, forcément
forcément ça parle sur son impact non seulement dans la zone de finition mais également à la construction, en tout cas un peu partout sur le terrain. D'ailleurs sur ce point les images le prouvent, des remontées de balles depuis son camp pour gagner des mètres, toujours avec beaucoup de justesse, à noter vraiment une qualité technique au rendez-vous hier soir pour Mbappé. Et puis on parlait des deux stars, la connexion entre elles a également été couronnée de réussite, cette connexion Verratti-Mbappé dans les deux sens, les deux ont combiné un très grand nombre de fois. Ça confirme aussi un peu ma théorie selon laquelle si on admet que les 3 meilleurs joueurs du Paris Saint-Germain d'assez loin sont Neymar, Mbappé et Verratti, je pense que je préférerais toujours avoir soit Neymar-Verratti, soit Mbappé-Verratti, mais plus que Neymar-Mbappé. Je pense qu'on a là véritablement les fondations pour obtenir un succès avec 2 des meilleurs joueurs du Paris Saint-Germain dans 2 zones différentes, capables de faire des choses très différentes et peut-être déséquilibrant un petit peu moins le 11 du Paris Saint-Germain. Donc ça c'est une chose. La deuxième, et pour terminer sur cette partie, et l'idée c'est vraiment que la présence de Mbappé et le fait qu'il prenne ses responsabilités, qu'il soit au rendez-vous de cette rencontre, une des plus grandes de sa carrière, sa présence a véritablement transformé la donne, aussi en permettant au Paris Saint-Germain de remporter le second rapport de force. Ça c'était quelque chose qu'on évoquait dans la preview de la rencontre. Si le Paris Saint-Germain semblait destiné à perdre le premier, et ce n'a même pas été le cas, au moins le Paris Saint-Germain avait des atouts dans sa manche, avait de secondes cartes à jouer, et notamment un second rapport de force à remporter sur la conquête des grands espaces. Ça a été très bien illustré avec le 4e but de la partie. Donc voilà pour moi les clés les plus immédiatement tangibles du succès parisien hier soir, c'est en gros Verratti et en gros Mbappé, mais un peu plus que ça bien sûr, toute l'animation qui permet leur réussite. Ce que je voulais évoquer aussi, un point qui me semble vraiment déterminant et qui a été, on va dire, renforcé par l'absence de public, sur mon stream en tout cas aussi, le fait qu'il n'y ait pas de bruit de fond qui comble les trous. Du coup on a eu une partie rythmée de plein de bruits naturels, plein de sons, de communication entre les joueurs, et ça a permis de déceler pour moi une des clés également de la victoire du Paris Saint-Germain, c'est une attitude totalement à la hauteur. Alors j'en ai fait un tweet à la suite de la rencontre, le match du Paris Saint-Germain mérite un 9 sur 10 dans toutes les catégories si l'on accepte l'attitude, la communication et le goût partagé de l'effort. Là c'est 10, certains ont interprété ça dans le sens que s'il y avait cette attitude en plus ça aurait permis d'atteindre le 10 sur 10, non c'était pas ça, c'était que sur l'attitude, sur la force mentale, sur un certain sens du leadership mais aussi de la communication, ce goût partagé de l'effort, là on était à 10 sur 10 et pour moi ça a été non seulement quelque chose qui a permis le succès parisien hier soir, c'est aussi quelque chose qui permet de fonder beaucoup d'espoir. On a vu une équipe, une vraie équipe d'ailleurs, si vous réécoutez la réaction sur le 4e but, le 3e but de Mbappé, on l'entend hurler, ou en tout cas un de ses partenaires hurler, ça c'est l'équipe, on l'a vu à plein de reprises, même si il y a eu un petit moment de tremblote à 1-0 avec Dembélé qui 30 secondes plus tard, 30 secondes après le but sur penalty, peut inscrire celui du 2-0. Il y avait un peu de panique derrière, mais derrière ça s'est très bien rattrapé. Il y a eu de la communication un peu de partout. J'aurais du mal à vous sortir un moment spécifique, peut-être le remplacement de Florenzi par Kehrer. On les voit discuter pendant 5-6 secondes. On voit Florenzi vraiment mobiliser Kehrer, lui transmettre les informations vitales, ou en tout cas lui donner le surplus d'attitude qu'il fallait pour rentrer dans cette rencontre. Voilà, j'ai senti, et la réalité c'est que c'est presque assez rare pour être souligné, si on regarde l'historique du Paris Saint-Germain sur les dernières saisons, j'ai senti un collectif véritable, une vraie équipe faisant les efforts l'un pour l'autre, et communiquant beaucoup plus que des Catalans qui eux étaient plutôt en peine de ce point de vue-là. Je pense que la titularisation de Piqué, elle ne répond pas seulement à l'impératif de colmater une charnière assez friable, elle répond aussi à un impératif vocal, parce qu'on a très peu entendu les Catalans communiquer entre eux, en tout cas de manière positive. Après, c'est aussi une attitude qui a pris d'autres formes sur on va dire, les invitations aux avertissements de Busquets, qui a très souvent cherché à se faire chatouiller les chevilles par les milieux de terrain parisiens, par la simulation assez grotesque de Piqué, honnêtement, en seconde période. Alors, ça n'a pas été la seule de la rencontre, on a vu d'autres éléments un petit peu des deux côtés, mais cette action où on le retrouve en train de mugir dans la surface, ça aussi, on l'a très bien entendu dans mon stream sans parasitage de bruit. Ça m'a un peu gêné honnêtement, je savais pas trop où me mettre. Voilà, on a vu dans cette attitude des Catalans, on va dire un état d'esprit qui n'était pas vraiment à la hauteur de la rencontre, mais aussi quelque part une défaite symbolique, la concession du fait qu'il allait être difficile d'opposer une véritable résistance sans avoir recours aux arts obscurs du football. Bon, ça n'a pas été systématique, mais à travers ces petits détails, j'ai aussi lu une différence d'attitude et de qualité mentale, morale, dans l'approche de cette rencontre.
On passe au top du coup, et bien sûr, Kylian Mbappé dans tous les bons coups, un triplé pour son premier match au Camp Nou, le premier match au Camp Nou de sa carrière, ça méritait d'être signalé. Une influence énorme dans le jeu, une prise de responsabilité réelle, avérée, au moment où Paris en avait le plus besoin. Il a réussi le plus grand match de sa carrière avec le PSG, peut-être le plus grand match de sa carrière tout court, même si là on peut en discuter. Voilà, pour moi, ça méritait totalement la note ultime. Verratti, c'est le second, c'est son lieutenant, énorme présence en première mi-temps, un peu moins en seconde, mais il y avait moins besoin de lui aussi, il a donné le ton d'une partie en première, a été l'élément crucial en verrouillant l'accès à Busquets, mais aussi à Messi, en contrôlant pas une zone, mais 3 ou 4, en réussissant ses projections aussi, à l'image de sa super déviation sur le but de l'égalisation, ça méritait mention, mais en grattant les seconds aussi, en étant un parasite absolument partout, la pieuvre du Camp Nou. Un match énorme, et pas de carton jaune aussi, quel bonheur, on le retrouvera au retour. 9 sur 10, enfin. Bon, on aurait pu citer pas mal de monde là, mais j'ai choisi Paredes. Un super coup de patte pour lancer Florenzi sur le but du 2-1. Quelle passe extraordinaire, et un geste véritablement décisif qui fait pencher la balance de la rencontre. Mais aussi passeur immédiatement décisif sur le coup franc pour Moise Kean, le but du 3-1. 8 sur 10. On aurait pu citer beaucoup de monde comme on l'a dit, notamment Kean, mais surtout peut-être Pochettino, le plan de jeu a fonctionné, ok, mais aussi parce qu'il a su insuffler la confiance nécessaire pour aller chercher ce résultat. Il y a un état d'esprit conquérant qui a infusé son 11, le coaching est bon aussi, les bons changements au bon moment, notamment la sortie d'Idrissa Gueye à la pause. Voilà, pour moi, il méritait tout autant sa place et on aurait pu faire peut-être un top 4. Niveau flop, ensuite, là aussi beaucoup de monde, mais d'abord Ter Stegen, directement fautif sur au moins les 2 buts du milieu, le deuxième et le troisième, et on peut argumenter que sa responsabilité est engagée, au moins partiellement sur le premier aussi. Voilà, il y a eu des arrêts, mais il y a eu beaucoup de déchets pour un gardien de son rang. On va dire qu'il a précipité la chute du Barça, au moins autant que la charnière centrale, l'anglais Piqué, dépassé sur absolument tous les plans. Bon, ça c'était quasiment prévu, mais ça c'est confirmé. Et enfin, sur le troisième, Messi peut s'entendre, mais pour moi c'est pas celui qui a créé le moins, et il marque son penalty. Il donne une passe en or à Dembélé à 1-0 aussi. Voilà, on peut le citer, ça s'entend, mais pour moi il n'a pas été l'élément le moins productif du Barça sur la phase offensive. Du coup, je vais plutôt choisir Dembélé, effectivement, dont on attendait beaucoup, et qu'on a vu réussir seulement une accélération sur Kurzawa, c'était à la 76e, pour derrière faire le mauvais choix en plus. Bon, ça c'est peut-être si on accepte, donc j'ai dit Dembélé, mais en réalité on aurait peut-être pu mettre encore davantage Busquets. Il y a Pedri et De Jong qui ont un peu surnagé dans l'entrejeu, mais globalement tout le monde a été très faible et lui a incarné la déficience, la faillite du Barça sur son plan de jeu initial, sur le fait de remporter ce premier rapport de force. Avant de boucler maintenant, et avant de dire un tout dernier mot sur ce Barça PSG, je voulais faire une rapide séquence sur Lille-Ajax qui se tiendra jeudi, qu'on analysera vendredi. Tous les clubs français sont à l'honneur sur la chaîne cette semaine. Un mot sur Lille-Ajax qui mérite distinction, qui va être un sacré match de football, et qui a plusieurs points saillants. Alors, l'Ajax se présente sans ses deux extrémités, sans Onana, sans Sébastien Haller. L'Ajax compte 6 points d'avance sur le PSV Eindhoven, avec un match en plus, donc quasiment 9. On va dire, sont très bien engagés dans la course au titre, font, comme toujours, quand on est l'Ajax, mais peut-être a fortiori au vu des circonstances, font de l'Europe une priorité absolue. En face, Lille a perdu l'ascendant psychologique en étant défait à 2 reprises contre l'Ajax en Ligue des Champions l'année dernière, mais Lille est plus fort que l'année dernière. Lille aussi a grandi, qui a brillé à San Siro, qui a brillé à 2 reprises contre le Milan AC. Lille qui est en croissance, Lille qui continue de travailler un petit peu son étoffe européenne. Voilà, pour moi c'est un match qui est véritablement un rendez-vous majeur du club, qui est engagé dans la course au titre en Ligue 1, mais qui a beaucoup de choses à jouer pour moi aussi sur cette Ligue Europa, qui a un effectif fourni et qui peut mener les 2 batailles de front de mon point de vue, j'espère les voir le faire. Voilà, pour moi sur cette rencontre, je partirais plutôt sur un match nul, parce que le rapport de force me semble très équilibré, et que c'est la cote la plus élevée. Le match nul est à 3,40, Lille est à 2,65, l'Ajax à 2,60. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, mais le match nul me semble pas mal, et comme vous le savez, si vous voulez miser tout ça sur BetClick, mon partenaire, et bénéficier de leur offre de bienvenue jusqu'à 100 € offert avec mon code promo Willou, je vous en serai très reconnaissant. Donc voilà pour ça. La toute dernière chose maintenant que je voulais dire sur ce Barça PSG, c'est que ça a été sans doute mon match préféré de la saison. Ça a été un de mes matchs préférés même depuis qu'on a monté la chaîne, depuis qu'on analyse ces soirées de Ligue des Champions. On avait 2 cadors qui boitaient, et qui boitaient même beaucoup, mais c'est en partie grâce à leurs lacunes respectives qu'on a eu aussi tout un tas d'éléments tactiques et micro-tactiques analysés. Pour moi, ça a prouvé
que c'est pas seulement les projets collectifs totalement aboutis qui sont les plus intéressants nécessairement à analyser. Voilà, moi je prends beaucoup de plaisir devant l'Atalanta, devant Leipzig, devant tous les projets collectifs accomplis et où on n'a pas nécessairement des individus totalement au-dessus du lot, mais vraiment une équipe qui travaille ensemble sur les 2 phases du jeu ou sur les 4 phases du jeu. Mais ça a prouvé que même des équipes boitantes, même des équipes déséquilibrées ou en tout cas pas totalement accomplies pouvaient être vraiment intéressantes à analyser. D'ailleurs, au-delà de la chaîne, et j'ai senti toute une effervescence sur le commentaire qui a pu être fait de cette rencontre. Voir par exemple Dan Perez, que j'estime énormément, détailler toute son analyse tactique sur le plateau de l'équipe 21 quelques minutes avant le coup d'envoi. Vraiment, ce retour de la Ligue des Champions a fait plaisir dans une saison qui est très particulière, dans une période qui est si compliqué, voir cet environnement intellectuel riche, mais aussi le spectacle, aussi le jeu, pas seulement l'analyse. Voilà. De mon point de vue, on a été servi sur absolument tous les pans, et ce match que j'analysais pas nécessairement en préambule il y a quelques mois comme le 8e de finale le plus intéressant, on y avait consacré une vidéo, on les avait tous classés, et bah franchement a tenu ses promesses. Voilà, j'ai adoré ce moment, et j'espère surtout que vous aussi. Donc voilà en gros pour cette vidéo, on s'arrête là. Si elle vous a plu, vous pouvez mettre un petit pouce bleu, de plus en plus récemment sur la chaîne. Vous êtes très actifs sur les pouces bleus et ça m'aide beaucoup, donc merci. Si vous voulez pas rater la suivante, l'analyse de Lille-Ajax qui arrivera vendredi midi, vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne, et pour ça je vous remercie toujours autant. Merci pour votre soutien, on se retrouve très vite pour la prochaine vidéo. Prenez soin de vous, passez une excellente journée, et bon match ce soir notamment de Ligue des Champions encore. Voilà, prenez soin de vous et à très vite. Bisous.